Depuis le début de l'histoire, les tueurs en série rôdent dans nos rues et nos quartiers, laissant derrière eux une traînée de terreur. Mais il existe des tueurs dont la cruauté choquante et la soif de sang rendent les autres presque inoffensifs en comparaison. Ce sont les tueurs en série les plus glaçants, véritablement maléfiques, de l'histoire, dont les actes horrifiques ont choqué le monde et laissé une marque inoubliable sur la société. Leurs crimes vont bien au-delà de ce que la plupart peuvent même imaginer, leur valant une place parmi les figures les plus sombres de tous les temps. Plongeons dans les histoires glaçantes des tueurs en série les plus malfaisants de l'histoire. Numéro 15. Ramadan Abdel Rahim Mansour. Dans une ville égyptienne, quelque chose de véritablement troublant se produit. Dans toutes les rues, les commerces profitent étrangement de l'héritage sombre de l'un des tueurs en série les plus infâmes du pays, Ramadan Abdel Rahim Mansour, également connu sous son surnom glaçant, El Tourbini. Des restaurants vendant des sandwichs à son nom aux boucheries craintes brandissant leur découpe d'agneau en son honneur, et même des conducteurs de tuk-tuk faisant la publicité de leurs courses comme étant El Tourbini. Toute la ville semble être enveloppée d'une étrange fascination pour cette figure terrifiante, mais la réalité derrière ce nom est horrifiante. Mansour n'était pas seulement un criminel, c'était un tueur de sang-froid. Né dans la pauvreté et la négligence, il a grandi dans les rues difficiles du Caire et a rejoint un gang violent très tôt. Après avoir acquis du statut dans le monde criminel, il s'est tourné vers des actes encore plus sinistres. Entre 2004 et 2006, il a dirigé un groupe qui s'attaquait aux enfants sans-abri et fugueurs, la plupart âgés de 10 à 14 ans. Attirant ses victimes dans des trains, Mansour les droguait, les agressait et finissait par les tuer, parfois en jetant leur corps sur les voies pour faire passer cela pour un accident. Lui et ses complices opéraient dans plusieurs villes égyptiennes, d'Alexandrie à Gizeh. De manière choquante, Mansour a avoué avoir tué 32 enfants, mais les enquêteurs pensent que le nombre réel pourrait être encore plus élevé. Le surnom El Tourbini vient de son habitude de sauter dans des trains en mouvement, les utilisant souvent pour échapper aux scènes de crime. Son arrestation en 2006 a provoqué des ondes de choc à travers l'Égypte, mais d'une manière ou d'une autre, son nom est devenu une légende urbaine. Mélangeant horreur, curiosité et, maintenant de manière troublante, attrait commercial. Numéro de Stranakt, Vassili Komarov. Dans les années 1920, Moscou était frappé par un mystère terrifiant. Des gens disparaissaient sans cesse. Puis, comme par magie, leur corps apparaissait le lendemain près du marché aux chevaux animés de la ville. Les habitants étaient effrayés, la police était désemparée et la panique se répandait rapidement. Pendant un certain temps, personne n'avait la moindre idée de qui était derrière ces meurtres. Cela a changé lorsque les soupçons se sont portés sur une figure peu probable, un négociant en chevaux à la voix douce nommé Vassili Komarov. Pour le public, Komarov semblait juste être un homme essayant de gagner sa vie dans la Russie post-révolutionnaire, une époque où le pays était encore en proie à la guerre civile et à la pauvreté généralisée. Mais lorsque les enquêteurs ont fouillé son modeste écurie, ils ont découvert un secret répugnant. Sous une pile de foin, un sac ensanglanté contenait un cadavre prêt à être jeté. Et ce n'était que le début. Les autorités ont rapidement découvert que Komarov était bien plus qu'un simple marchand de chevaux. Il avait transformé le meurtre en une routine macabre. Il plaçait des annonces dans le journal local pour vendre des chevaux. Lorsque des acheteurs se présentaient, avec de l'argent en main, il les conduisait à son écurie, leur offrait de la vodka, puis les tuait, brutalement, généralement avec un marteau ou par strangulation. Sa femme, Sofia, l'aidait à couvrir les crimes en nettoyant la scène et en cachant les corps. Komarov a finalement avoué 33 meurtres entre 1921 et 1923. Mais le nombre réel pourrait avoir été plus élevé. Lors de son procès, il a montré peu de remords, parlant de ses crimes avec un détachement glaçant. Il a tenté de se suicider plusieurs fois en prison avant d'être exécuté par un peloton d'exécution en 1923. Numéro 13. Thiago Henrique Gomes da Rocha. Thiago Henrique Gomes da Rocha, connu sous le nom de tueur de beauté, était un meurtrier en série de sang-froid dont les actions ont choqué le Brésil. Avant de commettre chacun de ces meurtres horrifiques, il tendait des embuscades à ses victimes dans des endroits isolés. Sa tactique était glaçante de simplicité. Il criait braquage pour les confondre et les désorienter, les faisant geler de peur. Pendant qu'elles restaient figées, il volait leurs biens. Mais sa méthode de meurtre ne s'arrêtait pas là.
Après avoir volé ses victimes, Gomez sortait un revolver et les abattait à bout portant, souvent dans un lieu public, sans pitié. Une des survivantes, une femme qui a réussi à échapper à ses griffes, a ensuite parlé aux médias, révélant les mots troublants que Gomez avait prononcés pendant son attaque. Il l'a provoquée en disant « Tu regardes mon visage, tu regardes mes yeux. Quoi ? Tu penses que je suis beau ? Dis-moi que je suis beau. » Son étrange besoin presque psychopathe d'affirmation était aussi terrifiant que les meurtres eux-mêmes. Pendant seulement 7 mois, Gomez a revendiqué la vie de 39 victimes. Ses cibles étaient principalement des femmes, des sans-abri et des travestis, ceux qui étaient les plus vulnérables dans la société. Sa capacité à se déplacer dans la société sans être remarqué pendant si longtemps a conduit à une peur généralisée, en particulier à São Paulo où la plupart de ces meurtres ont eu lieu. Les victimes, souvent vivant en marge, n'avaient pas les mêmes protections que les autres, les rendant des proies faciles pour quelqu'un comme Gomez. En 2016, Gomez a été condamné à seulement 25 ans de prison pour ses crimes macabres. Cependant, à seulement 35 ans, sa peine signifie qu'il pourrait être éligible à une libération conditionnelle à l'avenir. Numéro 12. Fernando Hernández Lea. Fernando Hernández Lea est souvent considéré comme l'un des tueurs en série les plus horrifiants du Mexique, et ses crimes sont si glaçants qu'ils ont même éclipsé la brutalité de nombreux cartels de la drogue notoire. Ce qui distingue Hernández dans les annales de l'histoire criminelle, c'est le fait que ses meurtres n'étaient pas motivés par des raisons typiques comme la vengeance, la cupidité ou la colère. Au lieu de cela, il tuait uniquement pour son amusement tordu. Les évaluations psychologiques ont révélé qu'Hernández prenait un plaisir pervers dans l'acte de meurtre, ce qui témoigne de son choquant manque d'empathie et de la nature profondément perturbée de sa psyché. Son cas est souvent étudié par des psychologues criminels en raison de la déconnexion glaçante qu'il avait par rapport à la souffrance de ses victimes. Le parcours criminel d'Hernández a commencé au début des années 1980 avec son arrestation en 1982. Il a été arrêté à nouveau en 1986, mais ce n'était qu'en 1999 que son nom a vraiment fait les gros titres. Lors de cette arrestation, Hernández a avoué un nombre stupéfiant de 100 meurtres, bien que les experts croient que le nombre réel pourrait être beaucoup plus élevé. Sa folie meurtrière s'est étendue sur plus de 5 États du sud du Mexique, y compris Guerrero, Chiapas et Oaxaca, où il était soupçonné d'être responsable d'au moins 137 décès. Malgré la gravité de ses crimes, il n'a été condamné que pour 33 d'entre eux, ce qui soulève une question troublante. Hernández a-t-il gonflé le nombre de ses victimes pour la notoriété, ou était-il réellement incapable de se souvenir de l'ampleur de son carnage ? Ce qui distinguait Hernández des autres tueurs, même ceux dans le monde violent des cartels de la drogue, était son approche méticuleuse, presque chirurgicale, du meurtre. Numéro 11. John Wayne Gacy. Ce n'est pas tous les jours qu'une exécution semble être une raison de célébrer, mais dans le cas de John Wayne Gacy, beaucoup de gens ont estimé que c'était enfin la justice rendue. Gacy, souvent appelé le tueur clone, était l'un des tueurs en série les plus glaçants d'Amérique, cachant un secret monstrueux derrière une vie apparemment normale. Son premier meurtre connu a eu lieu en 1972. Il a pris un jeune prostitué, a assouvi ses désirs tordus, puis s'est débarrassé des preuves. À partir de ce moment-là, les choses ne firent que s'assombrir. Gacy a développé une addiction troublante au meurtre, mais ce qui le rendait particulièrement terrifiant, c'était à quel point il cachait bien son vrai visage. Le jour, il était un membre respecté de sa communauté. Il était impliqué dans la politique locale et a même serré la main de la première dame Rosalynn Carter lors d'un événement de campagne, souriant sur les photos comme tout citoyen fier. Mais derrière ce sourire se cachait un homme capable d'un mal impensable. Ce qui choquait encore plus les gens, c'était l'amour de Gacy pour se déguiser en Pogo le clown, pour se produire lors de fêtes et divertir des enfants malades dans les hôpitaux. « Je suis un clown, il n'y a rien à craindre. J'apporte amusement, joie et rires au monde. » Il a même plaisanté en disant que les clowns peuvent s'en tirer avec un meurtre. Personne ne savait à quel point cette blague était horriblement vraie. Tout a commencé à se défaire en 1978, lorsqu'un jeune homme nommé Robert Paste a disparu après avoir rencontré Gacy pour un emploi. Les soupçons ont rapidement grandi et la police a finalement obtenu un mandat pour perquisitionner la maison de Gacy. Ce qu'ils ont découvert était tout droit sorti d'un cauchemar. Les restes de 29 garçons et jeunes hommes cachés dans des espaces de rangement et enterrés autour de sa propriété. 4 autres corps ont été retrouvés plus tard dans une rivière voisine.
Numéro 10. Pedro Lopez. Les paroles glaçantes de Pedro Lopez à la police en 1969. Je suis le pire des pires, le plus bas des bas, peut-être même un animal complet, en disent long sur l'obscurité qu'il habitait. Son parcours dans l'horreur a commencé après son arrestation pour vol de voiture. Alors qu'il était en prison, il a été brutalement agressé par 3 codétenus, une expérience qui semblait venir réveiller un monstre terrifiant en lui. Après avoir tué les hommes qui l'avaient attaqué, on a d'abord cru à un acte de légitime défense, ce qui a entraîné seulement quelques années supplémentaires en prison. Lorsque Lopez a été libéré en 1978, cependant, il était devenu bien plus sinistre. Il a commencé son règne de terreur à travers la Colombie, l'Équateur et le Pérou, commettant une série de crimes violents qui incluaient le viol et le meurtre de jeunes filles. Ces crimes lui ont valu le surnom de monstre des Andes, du nom de la chaîne de montagnes qui s'étend à travers ces pays. En 1979, une inondation soudaine a exposé les corps de 4 de ses victimes. Le comportement monstrueux de Lopez a été davantage révélé lorsqu'il a essayé d'adopter une autre fille, seulement pour être contrecarré par une mère courageuse qui l'a arrêté. En peu de temps, son nombre de meurtres a atteint 3 chiffres. Il a été condamné pour 110 meurtres et a avoué en avoir commis 240 autres. De manière choquante, en 1994, Lopez a été libéré pour bonne conduite, accordé une caution de $50 et obligé de se présenter à la police tous les mois. Cependant, dans un tournant d'événements que personne n'attendait, il a échoué à se conformer. Son emplacement est resté inconnu depuis, laissant la possibilité hantée qu'il puisse encore être là aujourd'hui. Numéro 9. Ted Bundy. Ted Bundy était l'un des criminels les plus terrifiants de l'histoire américaine, non seulement à cause de ce qu'il a fait, mais à cause de la normalité qu'il semblait dégager. Il avait l'apparence, le charme et la confiance de quelqu'un à qui vous feriez confiance instantanément. Il étudiait le droit, faisait du bénévolat à une ligne d'assistance pour le suicide et sortait même avec des femmes qui n'avaient aucune idée de son côté obscur. Mais derrière cette image soigneusement construite se cachait un tueur de sang-froid. Dans des interviews, Bundy apparaissait calme et articulé. Mais de temps en temps, son masque se fissurait et quelque chose de sinistre apparaissait. Juste un éclat, mais suffisant pour déstabiliser quiconque prêtant attention. Il savait comment manipuler les gens avec aisance. Selon le docteur Thomas Weiger, professeur de psychologie à l'université du Kentucky, cela correspond à la psychopathie classique. Ils portent un masque de santé mentale, dit-il. Cela signifie qu'ils se fondent en prétendant être comme tout le monde jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les mensonges et la manipulation de Bundy l'ont aidé à échapper à la justice plus d'une fois. Il a été arrêté plusieurs fois et a même réussi à s'évader, 2 fois. Lors de l'une de ses évasions, il s'est enfui en Floride, où il a ensuite brutalement tué d'autres femmes, y compris 2 sœurs de sororité, en une seule nuit. Bien que Bundy ait avoué 30 meurtres, les enquêteurs pensent que le nombre réel pourrait être bien plus élevé, peut-être plus de 100. Il a été exécuté en 1989, mais de nombreux détails de ses crimes restent inconnus. Bundy a été condamné à mort et est mort dans une chaise électrique en Floride en 1989, mais de nombreux détails de ses crimes restent inconnus. Avant sa mort, Bundy a déclaré qu'il souhaitait être étudié afin que les scientifiques puisseront comprendre l'esprit d'un tueur comme lui, mais il ne s'est jamais entièrement ouvert. Il est resté maître de lui jusqu'à la toute fin. Numéro 8. Mikhail Popkov. Une nuit froide et étrange dans les années 1990, une femme rentrait chez elle seule après une soirée amusante lorsqu'une voiture de police s'est arrêtée à côté d'elle. L'officière à l'intérieur a souri et lui a proposé une course. Cela semblait être un geste aimable de quelqu'un censé protéger les gens. Mais au fil des minutes, son instinct lui a dit que quelque chose n'allait pas. Il ne se dirigeait pas vers sa maison. Elle ne rentrerait jamais chez elle. Cet officier était Mikhail Popkov, un homme maléfique caché derrière un uniforme de police. Le jour, il semblait être un policier travailleur, mais au fond de lui, il était rempli de haine, surtout envers les femmes. Il croyait avoir une mission tordue, nettoyer les rues des femmes qu'il considérait comme immorales. Il a commencé avec des travailleuses du sexe, mais bientôt, toute femme qui faisait la fête, buvait ou se promenait seule la nuit est devenue sa cible. La folie meurtrière de Popkov aurait pu se terminer des années plus tôt. L'une de ses victimes, une fille de 15 ans, a survécu à une attaque brutale. Battue et laissée pour morte dans les bois, elle a réussi à rentrer chez elle et a dit à la police que Popkov était celui qui l'avait blessée.
Mais dans un retournement choquant, sa femme, également policière, lui a fourni un alibi. Son témoignage et le sien pesaient en plus que ceux de la fille, et l'affaire a été classée. Pendant des années, Popkov a continué ses crimes horrifiants, tuant finalement au moins 78 femmes, peut-être même plus de 100. Les habitants l'appelaient le maniaque d'Angarsk. Ce n'est qu'en 2012, lorsque les tests ADN se sont améliorés, que les enquêteurs ont enfin pu le relier au crime. Ce qu'ils ont découvert était l'un des tueurs en série les plus glaçants et mortels de Russie, quelqu'un qui avait utilisé le système même censé protéger les gens pour échapper à la justice pendant près de 2 décennies. Numéro 7, Alexander Pichouchkine. Imaginez quelqu'un disant que la vie sans meurtre est comme une vie sans nourriture. Choquant, n'est-ce pas? Ces mots glaçants viennent d'Alexander Pichouchkine, mieux connu sous le nom de tueur de l'échiquier. Il n'était pas un criminel ordinaire, mais un meurtrier de sang-froid qui utilisait les échecs comme appât. Dans un parc tranquille à Moscou, Alexander s'approchait d'inconnus et leur demandait poliment s'ils souhaitaient en jouer une partie d'échecs. Avec son sourire amical et son attitude calme, il semblait inoffensif. Certains pourraient même dire charmant. Après quelques coups amicaux et un peu de bavardage, il offrait à sa nouvelle connaissance un verre, généralement de la vodka, près de la tombe de son chien dans le parc. Pour la plupart des gens, cela ressemblait à un homme solitaire, essayant de nouer un lien humain. Mais une fois qu'ils acceptèrent de s'enfoncer un peu plus dans les chemins boisés avec lui, les choses devenaient sombres. Alexander sortait soudainement un marteau ou un tuyau en métal et les frappait brutalement. Il traînait ensuite leur corps jusqu'à un égout voisin et les y jetait, avant de les tuer avec des haches, des marteaux, des couteaux, des tournevis et des pelles. Son objectif tordu était de tuer une personne pour chaque case d'un échiquier. 64 victimes, au total. Finalement, sa série d'horreurs s'est arrêtée lorsqu'il a invité une collègue à se rendre au parc. Elle a senti que quelque chose n'allait pas et a secrètement donné à son fils le nom et le numéro de téléphone d'Alexander avant de partir. Lorsqu'elle a disparu, son fils a alerté la police. Bien qu'Alexander ait nié toute implication, les images de vidéosurveillance du métro de Moscou les montraient ensemble peu de temps avant sa disparition. C'était la dernière pièce du puzzle. Alexander Pichouchkine a été arrêté et, heureusement, la justice l'a rattrapé. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité, où il demeure maintenant. Numéro 6. Flores Valdo de Oliveira. Flores Valdo de Oliveira, connu sous le nom de Cabo Bruno, a eu un parcours peu conventionnel qui l'a transformé d'officier de police brésilien en un redoutable justicier. Sa carrière dans les forces de l'ordre a commencé avec de bonnes intentions, car il voulait protéger sa communauté. Cependant, il est rapidement devenu désillusionné par le système judiciaire brésilien. Il était frustré de voir combien de criminels il arrêtait finissaient par être relâchés, souvent en raison de failles juridiques ou de peines clémentes. Le sentiment constant que les criminels s'en sortaient avec leurs actes a conduit à sa désillusion avec le système, et finalement, il a démissionné de la police. Cabo Bruno a alors pris les choses en main. Ne se sentant plus lié par la loi, il est devenu un justicier autoproclamé, traquant les criminels présumés dans sa communauté locale. Ses méthodes étaient sévères et il y avait peu de place pour la miséricorde. Il était devenu infâme pour ses tactiques brutales. Si quelqu'un avait un tatouage souvent lié à des affiliations de gangs, il croyait que c'était suffisant pour sceller leur destin, ne faisant aucune distinction entre les innocents et les véritables criminels. Son approche impitoyable lui a valu une réputation de figure redoutée, et il a opéré dans une sorte de système de justice tordu qu'il avait lui-même créé. Cependant, sa croisade violente n'a pas duré éternellement. Après son arrestation, Cabo Bruno a été condamné à 113 ans de prison pour meurtre et autres crimes. Il a purgé 27 ans dans les prisons notoirement surpeuplées du Brésil, où il a maintenu sa conviction que le système judiciaire était trop clément envers le crime. En 2012, il a obtenu une libération conditionnelle, mais sa liberté a été de courte durée. En 2015, Cabo Bruno a été abattu dans une embuscade. Numéro 5, Javed Iqbal. En décembre 1999, une lettre est arrivée à un poste de police à Lahore, au Pakistan, qui a laissé tout le monde complètement bouleversé. La lettre était une confession, mais pas n'importe quelle confession. C'était celle d'un homme qui avouait avoir abusé et tué 100 garçons. Avec la confession, la lettre contenait des indications pour se rendre à son domicile, signé au bas par Javed Iqbal. Cela allait bientôt révéler l'un des tueurs en série les plus glaçants et notoires de l'histoire. Lorsque les autorités sont arrivées chez Iqbal, elles ont été confrontées à une scène cauchemardesque.
À l'intérieur, elles ont découvert des fûts remplis d'acide, où les corps de ces victimes se dissolvaient dans le liquide corrosif. Mais ce n'était pas la seule chose troublante. Éparpillés dans la maison se trouvaient des vêtements d'enfants, de petites chaussures et des jeux de société, des souvenirs inquiétants des vies innocentes qu'Iqbal avait volées. Peut-être que la pièce de preuve la plus horrible était le journal d'Iqbal, qui contenait des récits détaillés de ses crimes monstrueux, y compris comment il attirait ses victimes, et les méthodes qu'il utilisait pour se débarrasser de leur corps. Le règne de terreur d'Iqbal a commencé au milieu des années 1990, lorsqu'il attirait des garçons âgés de 6 à 16 ans chez lui avec des promesses d'abri et de nourriture, pour ensuite les torturer et les tuer. Ses victimes étaient souvent des enfants sans abri, ce qui les rendait des cibles faciles. Pendant plusieurs mois, il a tenu des dossiers soigneux de chaque crime, tous découverts dans son journal. Après son arrestation, les autorités pakistanaises, enragées par la brutalité de ses crimes, ont cherché une forme de justice qui reflétait ses actions. Dans un acte de sinistre rétribution, elles ont décidé qu'Iqbal devait subir le même sort que ses victimes. Il a été étranglé à mort puis démembré en exactement 100 morceaux, chaque morceau symbolisant l'une de ses victimes. Numéro 4. Ahmad Souraji. Ahmad Souraji, un homme d'Indonésie, était connu dans son village comme un doukan, un type de chaman ou de sorcier local. Les gens croyaient qu'il avait des pouvoirs spirituels, et de nombreuses femmes le visitaient discrètement pour des conseils sur l'amour, la richesse et d'autres questions personnelles. À l'époque, voir un sorcier était considéré comme honteux, donc ces visites étaient souvent gardées secrètes. Une nuit, Siraji affirma qu'il avait fait un rêve troublant. Dans celui-ci, son père décédé apparaissait et lui disait que s'il voulait obtenir de véritables pouvoirs surnaturels, il devait tuer 70 femmes. Aussi étrange que cela puisse paraître, Siraji croyait que le rêve était réel, et il s'est mis en quête de le suivre. Profitant de la confiance que les gens avaient en lui, il a convaincu des femmes de venir dans son champ de canne à sucre sous le prétexte de réaliser des rituels. Une fois là-bas, il les étranglait et enterrait leur corps jusqu'à la taille, la tête tournée vers sa maison. Il croyait que cela permettrait à leur esprit de lui transmettre leur pouvoir. Pendant des années, personne ne soupçonna rien, jusqu'à ce qu'un conducteur de rickshaw devienne inquiet après avoir déposé une jeune femme chez Siraji, qui ne revint jamais. Il alerta la police, qui fit une découverte horrible. Les corps de 42 femmes enterrées dans des tombes peu profondes sur ces terres. Le reste du pays, et finalement le monde, fut stupéfait. L'affaire a provoqué des ondes de choc à travers l'Indonésie, suscitant une peur et une colère généralisées. Après un procès très médiatisé qui a captivé la nation, Ahmad Siraji a été reconnu coupable. En 2008, la justice a été rendue lorsqu'il a été exécuté par un peloton d'exécution. Numéro 3. Luis Garavito. Né dans une petite ville colombienne, Garavito était l'un des 7 frères et sœurs, et malheureusement, il a vécu beaucoup de difficultés en grandissant. Son père était abusif, et Garavito est devenu une victime de tourments physiques et émotionnels pendant son enfance. Malheureusement, en grandissant, il est tombé dans le même schéma destructeur, et ses pulsions sombres ont commencé à se manifester. À la fin des années post-Lan et 1980, l'obsession de Garavito est devenue si intense qu'il ressentait une compulsion à nuire à de jeunes garçons au moins une fois par mois. Il avait abusé d'enfants tout au long des années 1970, mais ce n'est qu'en 1992 qu'il a franchi une ligne terrifiante et commis son premier meurtre. Ce qui a suivi fut une série de meurtres macabres qui étaient restés indétectés pendant des années. Garavito ciblait des enfants vulnérables, souvent issus de quartiers pauvres, et se faisait passer pour un prêtre ou un moine, leur offrant des emplois pour les attirer. Ce n'est qu'en 1997 que les horribles crimes de Garavito ont finalement été découverts. Les autorités colombiennes ont fait une découverte glaçante près de la ville de Perea, des fosses communes contenant les restes de 47 enfants. Au début, la police soupçonnait un culte satanique ou un gang d'êtres derrière les meurtres, n'imaginant jamais qu'un seul individu pouvait être responsable. Mais Garavito, lorsqu'il a été confronté, a avoué avoir tué 140 garçons. Son aveu a ensuite été révisé, le vrai nombre étant estimé à 189. Face à la réclusion à perpétuité, Garavito semblait enfin saisir l'énormité de ses actes. Il est devenu l'un des tueurs en série les plus monstrueux de l'histoire, laissant une traînée d'horreur qui hante encore la Colombie à ce jour. Numéro 2. Moses Sitole. Moses Sitole, souvent surnommé le Ted Bundy sud-africain, était l'un des tueurs en série les plus terrifiants du pays.
Mais ce qui le distinguait, c'était sa douceur et son charme. Il ne traînait pas ses victimes dans la rue. Il les attirait avec des promesses d'espoir. Sitol se faisait passer pour un homme d'affaires prospère prétendant offrir des emplois à de jeunes femmes. Pour rendre ses mensonges encore plus crédibles, il a créé une fausse œuvre de charité appelée Youth Against Human Abuse, un nom plein d'ironie sombre compte tenu de ce qu'il faisait. Ses victimes étaient principalement des femmes qui croyaient qu'on leur offrait un nouveau départ, pour finalement tomber dans son piège mortel. Pendant un certain temps, il a opéré dans l'ombre. Mais en août 1995, les choses ont commencé à se fissurer. Des témoins l'ont vu avec l'une des femmes disparues, ce qui a conduit les enquêteurs à fouiller son passé. C'est alors qu'ils ont découvert sa condamnation précédente pour viol et la fausse organisation qu'il avait utilisée pour attirer ses victimes. Puis est survenu un étrange retournement de situation. Sitol a en fait appelé une journaliste, Tamzanka Dube, et a calmement avoué les meurtres. Il a même donné au reporter un numéro pour le rappeler. Lors du troisième appel, la police avait localisé un téléphone public, mais Sitol avait déjà disparu. En fuite et désespéré, il a contacté son beau-frère, demandant une arme, mais l'homme avait déjà contacté la police. Lorsque Sitol est apparu, les agents étaient prêts. Une bagarre a éclaté et la police l'a tiré 2 fois avant de finalement l'arrêter. C'est pourquoi il est apparu au tribunal sur des béquilles. En 1997, Moses Sitol a été reconnu coupable de 38 meurtres brutaux et de nombreux autres crimes. Numéro 1. Pedro Rodrigues. Pedro Rodrigues Filho, largement connu sous le nom de Dexter brésilien, a mené une vie de violence et de vengeance qui l'a transformé en une légende au Brésil. Sa série de meurtres a commencé à seulement 14 ans, poussé par un profond sens de la justice après que son père, un gardien d'école, ait été licencié à tort et accusé de vol de nourriture. Filho, croyant que son père avait été piégé, a tiré et tué le maire adjoint, qu'il tenait pour responsable de l'injustice. Mais sa soif de revanche ne s'est pas arrêtée là. Il a également traqué et tué le véritable voleur. Cet incident a marqué le début de son chemin sinistre. En grandissant, Filho a déménagé à São Paulo, où il a développé une sorte de persona tordu de Robin des Bois. Il ciblait les trafiquants de drogue, les volants et les tuants dans le cadre de sa guerre contre le crime. Sa violence a escaladé lorsqu'un gang avec lequel il était impliqué a tué sa petite amie enceinte. Convaincu qu'ils étaient responsables de sa mort, il s'est lancé dans une brutale vendetta, éliminant chaque membre du gang. On estime qu'il a tué au moins 100 personnes au cours de sa carrière criminelle, beaucoup d'entre elles étant liées au trafic de drogue. Même après sa capture, les manières violentes de Filho ne se sont pas arrêtées. Alors qu'il était transporté menotté vers une autre prison, il a réussi à tuer un détenu notoire, un criminel condamné, tout en étant encore retenu dans le véhicule pénitentiaire. Sa capacité à commettre de tels actes de violence sous une forte sécurité n'a fait qu'ajouter à sa réputation redoutable. Mais dans un retournement inattendu, Filho s'est réinventé ces dernières années. Il est devenu une star de YouTube, utilisant sa plateforme pour parler contre la violence des gangs, offrant un aperçu rare de la vie d'un homme qui a jadis vécu par l'épée. Que pensez-vous de ces tueurs en série notoires que le FBI souhaite que nous oublions ? Partagez vos pensées avec nous dans la section des commentaires ci-dessous.